c'est la déclaration d'indépendance du Congo en présence du roi Baudouin. Lors de son discours, le Premier ministre congolais, Patrice Lumumba, jette un pavé dans la mare. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Dès les premiers jours de l'indépendance, le pays sombre dans le chaos. Patrice Lumumba est arrêté, considéré comme un dangereux révolutionnaire par la Belgique et les États-Unis. Lâché par les Congolais, il est envoyé au Katanga et exécuté. Son corps sera détruit. L'affaire restera mystérieuse pendant des années. En Belgique, une commission parlementaire se penchera sur la responsabilité du pays dans la mort du Premier ministre congolais. Elle conclura en 2002 à une responsabilité morale. Le gouvernement estime dès lors qu'il est indiqué et convenable de présenter à la famille de Patrice Lumumba et aux familles de M. Mpolo et Okito et au peuple congolais ses profonds et sincères regrets et ses excuses. Une enquête judiciaire continuera en Belgique. Elle permettra d'éclaircir les circonstances de la disparition du corps de Patrice Lumumba. Dus die lichamen moesten in handelbare stukken gezaagd worden en dan in dat vat van 200 liter. En dat hetgeen er overbleef, ja, dan hebben we daar een vuurtje aangelegd en zo verder. Une dent a été emportée, comme preuve ou comme trophée. La justice belge s'en est saisie. À présent, la famille de Patrice Lumumba a demandé à récupérer les restes du Premier ministre congolais. Comme chez nous, les Bantous, quand quelqu'un meurt loin de chez lui, qu'on ne peut pas le ramener, on ramène au moins un peu de ses cheveux et ses ongles et on l'enterre chez lui. Donc pour nous, c'est sa dépouille et ça représente beaucoup pour nous. Dans un désir de rapprochement avec le Congo, le roi Philippe s'est rendu dans l'ancienne colonie. La remise de la dépouille de Patrice Lumumba à sa famille par la justice belge est un autre geste allant dans le même sens. Le sens de l'ouverture d'une nouvelle ère dans la connaissance et le respect d'un passé assumé. Voilà, et donc nous allons directement pour notre premier direct au Palais d'Egmont où on retrouve Éric Destiné. Éric, la cérémonie va donc commencer dans quelques instants et vous avez déjà à vos côtés des invités. Eh bien oui, bonjour François, bonjour à tous. Évidemment, nous avons déjà des invités puisque la famille de Patrice Lumumba vient d'arriver dans la cour d'honneur du Palais d'Egmont. François Lumumba, bonjour. Vous êtes le fils aîné de Patrice Emery Lumumba. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous arrivez dans la cour d'honneur du Palais d'Egmont pour assister à la remise de la dépouille de Patrice Lumumba. J'imagine que pour vous, c'est un sentiment extrêmement particulier. Oui. C'est-à-dire c'est autant des années, plus que de 60 ans. C'était toujours, on attendait cette occasion et l'occasion elle est là. Et je crois que ça va soulager, disons, la famille et le peuple congolais. C'est-à-dire que nous sommes maintenant dans de nouvelles pages de l'histoire. Je crois que c'est très important. Quand l'histoire a des clarifications, ça aide beaucoup, ça renforce davantage des liens entre le peuple belge et le peuple congolais. Vous parlez de clarification de l'histoire, il y aura des discours tout à l'heure, des discours du Premier ministre belge, du Premier ministre de la République démocratique du Congo. Ce sont des moments importants aussi. Vous attendez quelque chose, des propos, des mots qui vont être prononcés tout à l'heure? Non, on attend d'abord d'écouter, après on aura un point de vue, parce qu'on ne peut pas mélanger tout à la fois, au même moment, mais j'ai dit que nous sommes en train, les gens ils doivent être conscients que nous sommes en train d'écrire de l'histoire. C'est un nouveau page qu'on est en train, disons, d'exercer. Et en espérant, bien entendu, que ça va aider beaucoup, ça va renforcer davantage les liens entre les deux peuples. Et à titre strictement personnel, en tant que fils,
de Patrice Emery Lumumba. Aujourd'hui, plus de 60 ans après sa triste disparition, j'imagine que le sentiment est particulier. Bien entendu, parce que personne ne peut ignorer dans la façon qu'il était assassiné. C'était extrêmement dramatique. Et on est soulagé, mais on ne peut pas oublier le passé. Parce que le passé, ça nous aide toujours pour voir l'avenir. Mais l'avenir, ça doit être encore mieux que le passé. Et que, comme je viens de parler tout à l'heure, que nous souhaitons de renforcer des liens entre les deux peuples, en espérant que, je crois, on va arriver là. On va arriver. Monsieur Lumumba, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci Eric. Et donc retour en studio avec nos premiers invités. Geneviève Kalinda, on parle souvent de l'assassinat de Patrice Lumumba. Il faudrait parler en fait d'un triple assassinat. Effectivement, puisque Patrice Lumumba n'a pas été assassiné seul, il a été assassiné avec ses compagnons de lutte et membres du gouvernement congolais, Maurice Mpolo et Joseph Okito. Et donc c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Il y a aussi donc du coup les familles de Maurice Mpolo et Joseph Okito qui sont aussi encore endeuillées à ce jour. Vous avez l'impression qu'elles ont été un peu oubliées ? Oui, on pourrait le dire un peu. Après, je pense que c'est aussi dû à peut-être l'aura du personnage de Patrice Lumumba. Mais voilà, après, c'est à nous aussi, en tant que diaspora africaine, de raviver aussi la mémoire de ces personnages. Vous dites raviver la mémoire, c'est votre expression. Est-ce que ça veut dire que ce travail d'histoire, aujourd'hui, même après le rapatriement de la dépouille, c'est un travail qui va devoir continuer encore et encore pendant des années ? Absolument, absolument. La restitution, c'est pas la fin de quelque chose. Je dirais juste que c'est juste le continuum en fait de tout ce travail que l'on doit faire. Le discours de Patrice Lumumba, la pensée de Patrice Lumumba, c'est un réel testament en fait pour la classe politique congolaise, pour les Congolais et Congolaises, pour les diasporas congolaises et africaines en général même. Donc ce devoir de mémoire doit continuer en fait. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un travail de mémoire qui est appris aux jeunes Congolais ou pas du tout ? C'est difficile à dire, je dirais. Il n'y a pas une réponse qui peut être donnée comme ça de façon totale et univoque. Ce que je dirais, c'est que là, avec ce mémorial qui est fait à Kinshasa, je pense que la mémoire de Lumumba sera bien honorée, effectivement. Bob Kamamba, on parle évidemment souvent de l'assassinat de Patrice Lumumba. Sa vie elle-même est extraordinaire. Il faut vraiment, quand on lit un peu sa bibliographie, on se rend compte vraiment qu'il avait une vie particulière, qu'il a eu un parcours assez particulier. Quelqu'un qui est né dans un village, qui commence son école dans une mission catholique et qui poursuit sa formation auprès des protestants, donc quitter les catholiques, aller chez les protestants, et puis avoir son premier travail, passe pas dans son village, dans une autre province, il va dans cette autre province et il continue son parcours, il lit beaucoup. Il s'instruit, et c'est en s'instruisant lui-même, autodidacte, qu'il commence à prendre conscience d'une dimension politique et que très peu de gens, en tout cas, surtout dans le contexte colonial, étaient capables de pouvoir faire ça. Et ensuite, pour continuer même dans son parcours, on a du mal même à penser qu'à un moment donné, il a été libéral. Il a été membre du Parti libéral quand on connaît un peu la suite de ce qui s'est passé. Ouais. Donc, quand on lit un peu tout ça, on se rend bien compte qu'il a eu un parcours particulier et qui mériterait véritablement d'être bien enseigné au niveau congolais, puisque l'enseignement au Congo se fait de manière générale, mais pas vraiment de manière particulière par rapport à l'histoire de Lumumba. D'où cette absence aussi du côté congolais, qui n'a pas véritablement cet élan, cette prise de conscience du travail et de tout l'apport que Lumumba a apporté au Congo. Est-ce que c'est parce que le gouvernement actuel ou les précédents se disent que ça pourrait peut-être donner des idées à certains ? Je n'en doute pas, cela de ça. Vous savez que quand on est dans des régimes qu'on a connus, des régimes dictatoriaux, on n'aime pas beaucoup avoir de concurrents, même si ces concurrents sont morts. On va retrouver Eric Destiné. Eric, vous êtes avec l'un des autres fils de Patrice Lumumba. Eh bien oui, Roland Lumumba est à mes côtés. Monsieur Lumumba, merci d'être avec nous. Aujourd'hui,
Vous faites quelques pas dans la cour d'honneur du Palais d'Egmont. Vous allez être reçu. La justice belge va vous remettre la relique du corps de votre père. Votre sentiment aujourd'hui, j'imagine qu'il est extrêmement particulier. C'est un sentiment de satisfaction d'un combat qui a été mené depuis un certain nombre d'années. Et ça va nous permettre enfin d'enterrer dignement notre père, que son âme repose en paix. Vous parlez de combat, d'années de combat. C'est une demande de la famille, cette restitution, soyons clairs. Oui, c'est une demande de la famille, ce n'est pas l'État congolais qui a demandé. Mais compte tenu du personnage, quand ça a été accepté, qu'on va nous restituer la dépouille de notre père, c'est notre héros national. Il est mort en fonction de Premier ministre. Donc on ne pouvait pas aller l'enterrer uniquement d'une façon familiale. Raison pour laquelle on a demandé aux autorités de notre pays de nous accompagner pour le retour de notre héros à tous. Un mot justement de la mémoire de Patrice Emery Lumumba, votre père, l'ancien Premier ministre en République démocratique du Congo. On s'en souvient, le fait aujourd'hui qu'il aura une sépulture, qu'il sera de retour, finalement, ça va permettre d'entretenir sa mémoire et aussi sa mémoire politique, quelque part. Mais bien sûr, ça va faire réveiller les siens, ce qui est tout à fait normal. Nous considérons qu'il avait une pensée très positive pour le pays, une pensée qui reste d'actualité 60 ans après. Donc ce n'est que normal que ça fait, si jamais ce courant devient plus dynamique, donc le Congo ira mieux. Merci beaucoup, Monsieur Roland Lumumba. Je vais vous laisser rejoindre la cérémonie. Et bien voilà, la famille de Patrice Lumumba est arrivée. 25 personnes dans la délégation. Roland Lumumba évoquait la pensée politique de Patrice Lumumba. Nul doute, François, que nous allons en reparler sur votre plateau bientôt. Alors, en effet, c'est un jour, on peut le dire, midi, c'est un jour très spécial, important, mais pourquoi faire une telle cérémonie et surtout, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors, il y a 3 dimensions. C'est vraiment un événement important à 3 titres. Au premier titre, c'est que d'abord, c'était un être humain qui a disparu dans d'affreuses souffrances, dans des circonstances assez horribles, et on a extrait son humanité à ce moment-là. Et là, c'est l'occasion de rendre son humanité à Patrice Lumumba et à sa famille de faire son deuil. Vous avez vu à l'instant l'émotion des membres de sa famille. La deuxième dimension, elle est congolaise, avec effectivement la reconnaissance de ce qui s'est passé pour un des pères de l'indépendance congolaise. C'est tous les Congolais qui suivent de très près cette cérémonie. Puis la troisième dimension, elle est plus belgo-belge. Reconnaître peut-être certains errements de la colonisation ou post-colonisation pour éventuellement repartir sur des bases plus saines, plus solides et renouer la confiance entre la Belgique et le Congo, repartir sur un statut d'égalité, disons. Oui, on parlait tout à l'heure de l'enseignement de la colonisation au Congo, ce qui n'a quand même pas toujours lieu chez nous non plus. Oui, le récit de Lumumba est assez méconnu en Belgique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il a disparu dans des circonstances assez troubles, on le rappelle, et peut-être qu'on n'était pas assez fiers ou très fiers d'évoquer ce personnage qui, vous l'avez entendu, a disparu au moment où il était Premier ministre, donc dans ses fonctions. Et donc effectivement, c'était peut-être un peu compliqué d'expliquer ce récit-là alors qu'on n'est pas au clair sur notre histoire. Et là, c'est l'occasion aujourd'hui de rouvrir un chapitre et de se remettre à niveau, au clair, par rapport à l'histoire entre la Belgique et la RDC. Alors, nous allons retrouver Rislène Kunda, qui, elle, se trouve à l'intérieur et qui donc va nous dire ce qui se passe pour l'instant avant le début de cette cérémonie.
Alors François, là pour l'instant vous voyez nous sommes dans la galerie des glaces et derrière nous vous le voyez il y a une porte fermée, c'est la salle verte où déjà la famille Lumumba est en train de se recueillir et c'est là que sans aucun doute ce matin se déroulera le temps le plus fort de la cérémonie. C'est là que les 3 enfants légitimes et encore vivants de Patrice Lumumba, François né d'un premier mariage, Juliana et Roland né d'un second mariage recevront des mains de la justice l'écrin qui contient la dépouille de leur père. Alors cette dépouille, c'est une dent qui a été saisie par la justice en 2016 chez la fille de Gérard Sout, le commissaire qui a été chargé de découper et plonger dans l'acide sulfurique le corps au lendemain de l'assassinat de Patrice Lumumba le 17 janvier 1961. Et c'est un moment extrêmement émouvant, évidemment, que cette famille va vivre. Un moment très symbolique parce que vous savez, dans la tradition congolaise, on ne peut pas faire le deuil tant qu'on n'a pas retrouvé le corps, tant qu'on n'a pas inhumé ce corps et tant qu'on n'a pas fait des funérailles. Et donc, pour la petite histoire, Pauline, la seconde épouse de Patrice Lumumba, a porté le deuil jusqu'à la fin de sa vie en 2014. Et donc, c'est aujourd'hui comme un aboutissement pour la famille, mais aussi pour tous les Congolais, pour pouvoir faire le deuil enfin. Et donc, on peut vraiment parler non seulement d'un moment extrêmement symbolique, fort, émouvant, mais aussi historique pour tous les Congolais. On vient de voir Frédéric Van Leu qui remet la dépouille. Pourquoi est-ce que c'est le procureur fédéral qui le fait ? Alors, cérémonie qui a été à l'initiative du gouvernement, mais c'est le procureur fédéral Frédéric Van Leu qui remet en main propre la dépouille aux enfants parce que c'est un acte de justice. Je vous l'ai dit, c'est une dent qui a été saisie chez la fille de Gérard Sout en 2016 dans le cadre d'une enquête. En fait, c'est Ludo De Witt, vous savez, un certain Ludo De Witt qui a écrit le livre L'assassinat de Lumumba, dans lequel il pointe la responsabilité directe de la Belgique et il a porté plainte pour recel. Suite à ça, donc la saisie de la justice a ensuite, c'est Julien Lumumba qui a adressé en 2020 une lettre au roi Philippe pour lui demander le retour de cette relique sur les terres de ses ancêtres. Et 2020, vous savez, le 30 juin 2020, c'est le jour où elle a adressé cette lettre. C'est aussi les 60 ans de l'indépendance du Congo. C'est aussi une année qui a été marquée par les mouvements Black Lives Matter aux États-Unis après la mort de George Floyd, des mouvements qui ont conduit à des revendications sur le regard, une étude sur le passé colonial de la Belgique. Et donc, c'est dans ce cadre-là que Frédéric Van Leu s'est exprimé dans la presse. On vous retrouve évidemment dans quelques instants parce qu'on me signale aussi que Éric Destiné est avec le Premier ministre aussi dans quelques instants. Alors, Geneviève Kaninda, il y a cette restitution, ça ne doit pas nous faire oublier qu'il y a toujours une action judiciaire en cours aussi. Absolument. Cette restitution-là ne doit pas arrêter le processus judiciaire qui est en cours. Justice doit être rendue. Ça fait maintenant plus de 10 ans que ce procès maintenant a été entamé. Qu'entre-temps, les personnes qui avaient été ciblées par les plaintes, je pense qu'il y avait 12 ou 13 personnes, beaucoup sont décédées. Et donc, à l'heure actuelle, il ne reste plus que 2 personnes en vie. Et donc, il est temps, effectivement, que justice soit faite autour de cette affaire. Oui, on parlait donc de justice. Et je rappelle que l'image que l'on vient de voir, c'est celle du procureur fédéral, monsieur Van Leu. On retrouve normalement Éric Destiné qui est avec nous. Ah ben voilà, Éric n'est pas encore avec le Premier ministre qui devrait donc arriver dans quelques instants et être interviewé peut-être avant son discours, avec un moment qu'on attend tous en fin midi, et je me tourne aussi vers Bob Kamama. Pour l'instant, le mot « excuse » n'a pas encore été prononcé. Non, la Belgique a exprimé des regrets. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose, a exprimé des regrets pour les circonstances de la disparition de Patrice Lumumba. Mais effectivement, est-ce qu'on va passer un step aujourd'hui? Est-ce qu'on va aller un peu plus loin et effectivement avoir une plus grosse reconnaissance des faits? Réponse tout à l'heure. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que le Premier ministre Alexander De Croo tient à ce que ce soit un moment important. Donc, on verra. Donc ça pourrait le devenir, ce moment important, si les excuses sont prononcées.
Oui, ça pourrait le devenir, puisque lorsque le roi est arrivé au Congo dernièrement, il y a quand même une partie de l'opinion publique congolaise qui attendait des excuses. Et que, bon, même si le discours du roi était assez profond, mais il y a quand même des gens qui attendent des excuses. Et alors, mais ici, si on passe à l'étape suivante, ce serait vraiment, de mon point de vue, une première, on va dire, dans l'espace européen des pays colonisateurs, hormis l'Allemagne, mais avec une procédure assez particulière vis-à-vis de son ancienne colonie qui était la Namibie. Et donc je pense que cette dynamique qui vient d'être lancée au niveau belge va certainement avoir une répercussion au niveau d'autres pays. Je pense au Portugal, je pense à l'Espagne, à l'Angleterre, qui pour la plupart, le débat n'est pas encore, on va dire, n'est pas encore mûr pour véritablement entamer aussi un devoir de mémoire de ce côté-là. Donc ici, l'image que l'on est en train de voir, je le rappelle, c'est une cérémonie intime et privée en présence de la famille de Patrice Lumumba. Le procureur fédéral va remettre l'écrin contenant la dent de Patrice Lumumba à ses enfants. Cérémonie, on comprend pourquoi on utilise le qualificatif d'intime. Les caméras de télévision sont là, bien évidemment, mais le sont de manière particulièrement discrète. Et on voit la famille qui est en train de s'installer, famille ainsi que les autorités congolaises qui sont présentes pour la cérémonie de remise. Geneviève Kaninda, on vient de parler du fameux mot excuse. On a quand même toujours l'impression que dans cette démarche où l'on reconnaît, et j'ai envie de dire un peu, le colonialisme, on ne franchit jamais le step supérieur d'aller vers ce mot excuse. Vous ressentez aussi cette frilosité, si pas permanente, régulière ? Clairement, cette frilosité, elle est permanente et depuis toujours, en fait, elle est là. Mais je dirais que si les excuses, elles sont attendues, évidemment, les excuses... Espérées, oui. Elles ne sont... C'est le minimum légal, en fait. C'est-à-dire que même quand ces excuses, si elles arrivent, même si elles arrivent, il faudra aller plus loin, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout un travail qui est fait pour regarder en arrière, voilà, sur le passé colonial, sur les responsabilités. Mais ce qu'il faut aussi pointer, c'est la continuité de ce passé colonial dans les relations entre la Belgique et le Congo jusqu'à maintenant. Qu'on ne se contente pas de peu, c'est ça que vous voulez me dire ? Voilà, exactement. C'est-à-dire que les excuses, même si voilà, elles sont espérées, ça ne doit pas être une fin en soi, loin de là. Oui. Midi, eh bien voilà, nous allons entendre Frédéric Van Leu qui donc va remettre l'écrin. Cette image est particulièrement importante, vous en rendez bien compte. C'est exactement ma conception de la justice. Je pense que c'est vraiment important et c'est vraiment un honneur pour moi de participer à cet événement et de pouvoir vous remettre voilà, ce qui reste de votre père qui a symbolisé quand même beaucoup de choses pour beaucoup de gens dans le monde. Je vous remercie aussi pour les démarches judiciaires que vous avez entreprises, parce que sans ces démarches judiciaires, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et ça a permis à la justice de notre pays de pouvoir avancer et de pouvoir examiner un peu plus près ce qui s'est passé dans les événements. Et je m'engage évidemment avec la juge d'instruction à continuer à essayer d'avancer. Vous savez qu'il y a encore une procédure devant la cour d'appel pour le moment et ça reste un combat et on reste vraiment derrière. Voilà. Je vous remercie. Merci. Merci. Donc on peut qualifier ce moment d'intense émotion. Oui, une intense émotion et je comprends bien que la famille, vous ne pouvez pas imaginer 60 ans en train d'attendre d'abord ne pas connaître l'histoire. Je vous sens ému aussi. Oui, parce que je connais bien une partie de la famille Lumumba. Vous devez savoir qu'ils sont allés en exil. Ils sont allés en exil pendant plusieurs années. Ils ont été cachés. Ils ont dû changer d'identité par moment pour pouvoir continuer à vivre, on va dire, normalement. Et que toute votre vie, vous avez attendu ce moment. Et puis, quand je vois par exemple François qui n'est pas tout jeune, et que pour lui aussi, quand même, un moment assez important pour lui de pouvoir enfin terminer le deuil de son père et aussi pérenniser en fait l'héritage. C'est que c'est important de pérenniser. C'est ça qui aujourd'hui, je vous interromps, c'est ça aujourd'hui qui est important, pérenniser l'héritage. Oui, je pense que c'est vraiment très important de pérenniser l'héritage. Parce que lorsque vous regardez un peu comment vous lisez, je vais dire, sa philosophie politique, qu'est-ce qu'il voulait pour le Congo, c'est toujours d'actualité aujourd'hui, encore plus aujourd'hui que ne l'était hier. Indépendance économique, indépendance politique. On va vous retrouver dans quelques instants parce qu'on me signale maintenant que Éric Destiné est bien avec Alexander De Croo. On verra si ce fameux mot excuse va être prononcé.
Exactement, François, le Premier ministre Alexander De Croo à mes côtés. Monsieur De Croo, bonjour. Un moment particulier, on sait que la remise de cette relique est faite pour l'instant dans le cadre d'une cérémonie intime par la justice, mais le gouvernement belge a voulu organiser une cérémonie plus protocolaire, plus importante. Pour quelle raison ? Parce qu'il faut être transparent par rapport à notre passé. Le roi l'a été clairement par rapport à notre passé colonial, a exprimé ses regrets par rapport à un système qui était basé sur l'exploitation, sur l'inégalité. Une commission parlementaire, il y a 20 ans, avait déjà exprimé le fait que la Belgique avait une responsabilité morale par rapport au meurtre du Premier ministre Lumumba. Et aujourd'hui, je dirais enfin, après 60 ans, la Belgique restitue les dépouilles du Premier ministre. Je pense qu'on n'est pas particulièrement fiers que ça a dû durer 60 ans, mais je pense que c'est bien de le faire maintenant. Je pense que c'est important de mettre des mots sur notre passé, sur le rôle que nous avons joué. Ça nous aidera, je pense, à mieux digérer ce passé, à tourner la page et regarder le futur. Et si on veut construire un futur qui soit positif pour la population de la RDC, la Belgique peut jouer un rôle là-dedans, mais la Belgique doit être claire aussi par rapport à son passé. On parlait de clarté, de mots. Les mots sont importants. Tout à l'heure, vous allez prononcer un discours en compagnie du Premier ministre de la République démocratique du Congo. Quelle en sera la teneur ? Vous savez que ce discours, il va être très écouté en RDC. Vous parliez de regrets, vous parliez de la responsabilité morale qui a déjà été pointée du doigt par la commission d'enquête. Y aura-t-il le mot excuse aussi ? Vous allez écouter mon discours et le discours du Premier ministre congolais. Mais c'est clair que la Belgique, par rapport au meurtre du Premier ministre, a déjà été très clair il y a 20 ans. On le mettra sous mot aujourd'hui. Je pense que c'est un moment important de faire ça aujourd'hui. Est-ce que c'est une nouvelle page qui s'ouvre quelque part dans le cadre des relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo, au-delà de la cérémonie très solennelle et très importante pour la famille de Patrice Emery Lumumba ? La cérémonie est importante, mais en effet, ce qu'on en fait à terme, naturellement, est beaucoup plus important. Je pense que basé sur les années précédentes, la relation s'est beaucoup améliorée sur plusieurs sujets. La visite du roi était importante. Nous savons aussi qu'il y a un programme de restitution d'art congolais qui est en train de se faire voter au Parlement. Et puis il y a plein de sujets sur lesquels nous pouvons travailler ensemble. Le président Tshisekedi avait exprimé son souhait que la Belgique l'aide dans le combat contre la corruption. Clairement, on pourrait être un partenaire dans ce domaine. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'avoir été avec nous en direct dans cette édition spéciale. Alexander De Croo qui continue à répondre aux questions et qui, aux alentours de 10h45 de mémoire, prononcera ce fameux discours dont les mots sont très attendus. Vous vous en doutez, c'est un discours que vous analyserez évidemment en plateau. Merci, Eric. Alors, Mehdi, pourquoi est-ce que l'histoire de Patrice Lumumba est si méconnue en Belgique ? Parce qu'évidemment, on l'a retracé, il est mort dans des circonstances atroces et c'est pas véritablement une fierté d'en parler, de le raconter, de le cultiver. C'était en exercice un Premier ministre qui a été tué, qui a été livré pour être assassiné. Et vous l'avez vu dans des circonstances assez atroces, puisqu'on espérait qu'il ne reste plus de traces de son corps pour complètement le déshumaniser et empêcher à la fois sa famille, mais aussi le peuple congolais de faire son deuil. Donc effectivement, on n'était pas fiers de tout ça et ça ne s'est pas transmis, ça n'a pas été transmis de génération en génération. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au niveau congolais, pendant la période Mobutu, c'était pareil, c'était la même chose, puisque Mobutu était un ennemi de Patrice Lumumba. Et là encore, si vous aviez des petites lunettes et un petit bouc comme Patrice Lumumba, vous étiez ennuyé par les forces de l'ordre parce qu'on considérait que vous étiez peut-être proche des idées de Patrice Lumumba et donc vous pouviez être un danger. Et donc pendant toute cette période-là également, en RDC, ça n'a pas du tout été entretenu, cette mémoire jusqu'à aujourd'hui où effectivement, il fait un peu plus l'unanimité que ce soit ici en Belgique et en République démocratique du Congo. Alors, est-ce que vous croyez, Geneviève Kaninda, qu'on pourrait passer aussi à une étape supérieure, justement, par rapport à cette méfiance qu'il y a quand même au Congo aujourd'hui par rapport à l'évocation de Patrice Lumumba, de sa personnalité? Je ne parle pas de l'époque coloniale, évidemment. Oui, alors juste pour peut-être rajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit, c'est que on a parlé de Patrice Lumumba ici en Belgique. Certes, la Belgique n'était pas fière de ce qu'elle avait fait, mais la Belgique en a parlé. Mais
quand Patrice Lumumba devient Premier ministre, Patrice Lumumba est diabolisé dans la presse belge. Il est vraiment traité de communiste parce qu'en fait, son idéal, c'était un idéal nationaliste et aussi panafricain. Ça aussi, c'est important de le rappeler. C'est vrai qu'on parle beaucoup du Congo, mais ce que Patrice Lumumba comprend, et je pense que M. Bob Kamba l'a parlé, c'est qu'après la conférence d'Accra en 1958, il se rend compte de l'importance d'avoir un pays national qui est uni et une Afrique unie, en fait, pour faire face à l'impérialisme. Et donc, après l'assassinat de Lumumba, on en parle aussi en Belgique, mais c'est aussi sous un prisme un peu de propagande et de falsification. C'est-à-dire que dans les 10 années qui suivent l'assassinat de Patrice Lumumba, on en parle comme un conflit entre Congolais, entre Bantous. C'est ça, en fait, qui se passe. Et en fait, après, comment est-ce que la vérité éclate? C'est parce qu'il y a des gens de la société civile, dont M. Ludo de Witt, dont je tiens vraiment à saluer le travail et dont j'ai son livre ici, L'assassinat de Lumumba. C'est grâce à ce travail, en fait, que finalement, on arrive à faire la lumière sur ce qui s'est passé et que la commission est obligée de s'installer ici en 2000 pour faire la lumière sur cet assassinat, en fait. Rislen, avec vous, vous avez assisté, même si vous n'étiez pas, vous étiez près de la pièce où ça se passait. Il y avait, je suppose, beaucoup d'émotions au moment où le procureur fédéral a remis cet écrin. Oui, alors beaucoup d'émotions forcément, parce que c'est ce qu'attendait la famille depuis plus de 60 ans. Et donc, je vous l'expliquais, c'était le procureur fédéral qui a remis cette dépouille à la famille parce que c'est un acte de justice qui s'inscrit dans une enquête fédérale qui est toujours en cours. Alors, c'est particulièrement émouvant parce que c'est d'abord dans l'intimité et aussi parce que c'est la possibilité aussi de faire le deuil, d'inhumer le corps une fois que cette dépouille sera de retour en RDC, déjà demain. Et puis, une petite histoire sur le coffret. Donc, c'est le gouvernement qui a fait un appel d'offres à différents joailliers et c'est l'un d'entre eux qui a fabriqué sur mesure pour qu'elle convienne parfaitement à la dent un écrin recouvert donc d'un velours bleu à l'intérieur d'un coffret. C'est ce coffret qui sera posé par les pompes funèbres dans quelques instants dans le cercueil. Kamamba, il y a quelques instants, Geneviève Kamila, on a parlé de propagande. À l'époque, le mot communiste, c'était un épouvantail. Mais quel était réellement le projet de société de Patrice Lumumba? En fait, c'est que Patrice Lumumba a d'abord, dans un premier temps, il faut bien lire son parcours, dans un premier temps, en fait, il est, on va dire, un modéré. Il n'insiste même pas pour l'indépendance. Lorsqu'il commence même à écrire son livre, Congo, terre d'avenir, est-il menacé? En fait, il est dans une espèce de dynamique d'émancipation, d'accompagnement avec la Belgique pour que le Congo devienne émancipé et indépendant. Et dans sa construction de son projet de société, il demande plus de justice, plus d'égalité entre Noirs, Belges et Blancs, qu'il y ait plus d'égalité, plus de justice et surtout qu'on améliore en fait les conditions sociales. Est-ce qu'il prononce à ce moment-là, est-ce qu'il écrit à ce moment-là le mot décolonisation? Non, il ne parle pas encore du mot décolonisation à ce moment-là. Et même lorsqu'il rencontre le roi Baudouin à Kisangani, il aborde cette question-là. Il aborde la question de l'amélioration des conditions de vie de Congolais dans le système colonial. Ce n'est qu'après, maintenant, en 1958, quand il va aller à Accra, à la conférence internationale qui est organisée par Kwame Nkrumah, qui est président donc, du Ghana, et où il rencontre en fait d'autres personnalités politiques de premier plan sur le continent africain qui prônent le nationalisme, c'est-à-dire grosso modo, on consolide l'État dans l'unité, mais cet État dans l'unité se retrouve dans un ensemble qui est l'Afrique. Et alors, à partir de ce moment-là, on l'aide au niveau de ses personnalités, on le fournit en idéologie, en lecture, en essayant de l'aider pour qu'il puisse véritablement amener en fait, un combat dans ce sens-là. Et c'est dans cette dynamique-là qu'il crée son parti politique et qui va aller à l'encontre de ce qui se faisait à ce moment-là. Parce qu'on est dans une logique tribale. Les politiciens qui font des partis politiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent chez eux, ils créent un parti politique qui devient un parti politique tribal. Mais lui va gommer tout ça en disant non, il faut un parti politique unitaire. Et ce parti politique unitaire qui va même être implanté partout très bien, sauf chez lui dans le Sankourou. Et il y a quelques instants, donc, il y a eu l'arrivée des membres de la délégation officielle belge et Alexander De Croo, d'ici 10 petites minutes, va recevoir son homologue Premier ministre, son homologue congolais. Il le recevra au pied des marches sur ce tapis rouge. Mehdi Kelfat,
Pourquoi est-ce qu'à un moment, Patrice Lumumba devient l'homme à abattre? Parce qu'il va à l'encontre de certaines idées qui étaient des idées dominantes à l'époque. La Belgique voulait une indépendance, mais gardait quand même une main sur la République démocratique du Congo. Le roi Baudouin souhaitait également jouer encore un rôle, comme la reine d'Angleterre a aujourd'hui encore un rôle dans le Commonwealth. Et ça, Patrice Lumumba le refusait. Patrice Lumumba voulait une indépendance pleine et entière, et ça allait à l'encontre également de grandes puissances économiques. On peut parler de l'Union minière, qui souhaitait continuer à exploiter les richesses de la République démocratique du Congo de l'époque. Alors on a évoqué la question du communisme. Est-ce qu'il était communiste? Les Américains font partie aussi, et on parle de la CIA comme étant partie prenante dans l'assassinat de Patrice Lumumba. L'étiquette de communiste a été insufflée ici en Belgique, notamment par une certaine presse, mais aussi par certains politiques. Mais son combat, Bob Kaoma l'a rappelé, il a été un combat pour l'égalité, la dignité de l'homme noir, pour la vraie indépendance. Et il n'a jamais du tout été communiste. On a essayé de le rapprocher, de le contacter. Le Parti communiste belge, à l'époque, l'avait contacté pour essayer de tisser des liens avec lui. Il avait toujours refusé d'aller à Moscou. Donc c'était tout sauf un communiste. Il était plutôt d'inspiration libérale, d'ailleurs. Et donc, effectivement, vous prenez les puissances économiques, la Belgique qui voulait garder un lien, et les Américains, la CIA, et à l'époque de la guerre froide, dès qu'on citait le mot communiste, tout le monde devenait complètement fou. Et ben voilà, ces trois éléments-là ont fait que c'était effectivement devenu l'homme à abattre. Joseph Kalinda, j'insiste, vous insistez aussi, on parle beaucoup de propagande, et en préparant cette émission, vous me dites, est-ce qu'il y a aussi une propagande en ce qui concerne cet assassinat de Patrice Lumumba et de ce que vous voulez préciser du triple assassinat en fait? Oui, c'est justement ce que je venais de développer là tantôt, c'est-à-dire que la propagande qui a été mise en place, c'est qu'à un moment, les pouvoirs occidentaux se rendent bien compte de l'aura que Patrice Lumumba peut avoir. Et donc, au début même, il était question d'essayer de camoufler cet assassinat, de camoufler le fait que Patrice Lumumba est mort. Bon, finalement, ça, on ne peut pas le cacher, finalement, c'est le Premier ministre tout de même. Et donc, c'est là qu'on installe l'idée qu'en fait, non, c'est un conflit entre Bantous, entre Congolais, c'est comme ça qu'il est mort. Et ensuite, ce que j'allais dire aussi... par rapport à l'étiquette de communiste qui lui est collée, comme vous venez de le dire, on est dans un contexte de guerre froide, en fait. Et on est dans un contexte à l'époque, ça équivaut à être pestiféré. Voilà, exactement. Et en fait, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que le Congo, comme d'autres pays africains d'ailleurs, accède aux indépendances dans ce contexte-là. Quand Patrice Lumumba arrive au pouvoir, les Belges essayent finalement d'escamoter cette indépendance. On a la scission du Katanga, puis on a la scission du Sud Kasaï, d'une part pour les diamants, d'autre part pour le cuivre, etc. Et donc finalement, Patrice Lumumba demande de l'aide. Finalement, une aide militaire, il demande de l'aide aux Nations Unies, il n'obtient pas cette aide, parce que finalement, les Nations Unies, derrière, c'est les États-Unis. Et finalement, il finit par essayer d'utiliser la Russie comme un moyen de pression, mais c'était pour défendre les intérêts du pays. C'était ça, en fait, derrière. Et c'est comme ça que cette étiquette de communiste lui est collée. Mais quand on va voir les archives des interviews de Patrice Lumumba, on lui demande souvent « Est-ce que vous êtes communiste ?» Il dit « Non, je ne suis pas communiste. » Il dit « Je suis nationaliste. » Et c'est ça, en fait, qui effrayait l'ancien pouvoir colonial. C'était l'idée de quelqu'un qui peut construire un pays sur base vraiment de l'unité nationale. Et ça a été la crainte de toutes les puissances coloniales, même françaises. Le sort de Lumumba, on peut le rapprocher aussi de Ruben Nyobe au Cameroun, qui avait aussi des idées très nationaliste, comme tous les autres leaders panafricains d'ailleurs. Est-ce que certains, à ce moment-là, craignaient justement qu'il devienne un leader panafricain, c'est-à-dire au-delà du Congo? Exactement, c'était ça, parce que quand il revient d'Accra, il prend conscience en fait du potentiel géostratégique du Congo, de par sa place pour l'Afrique. Et il dit même, lorsque le Congo sera libre, l'Afrique tout entière aussi se relèvera et sera libre. C'est ça en fait qui effraie derrière les pouvoirs occidentaux, cette espèce d'effet boule de neige que peut avoir un Congo uni, fort et debout sur ses deux pieds. Finalement. Bob Kamamba, quelles étaient en fait ses relations avec Mobutu à ce moment-là? Il faut aussi regarder l'histoire. C'est que c'est vraiment une rocambolesque aussi. Puisque, dans un premier temps, Mobutu travaille avec Lumumba. Mobutu va faire partie du gouvernement en tant que secrétaire d'État en charge de la défense. Parce que Mobutu est parmi les premiers officiers congolais noirs à pouvoir devenir officier et diriger l'armée. Mobutu, quand
Lumumba arrive en Belgique, il prend Mobutu avec lui pour venir en Belgique dans les années 50. Et ils avaient quand même Mobutu et Lumumba, ils avaient quand même des liens assez forts, assez particuliers, au-delà même des fonctions que Mobutu exerçait auprès de Lumumba. Mais les choses vont évoluer, comme on l'a précisé tout à l'heure, c'est que le fait qu'on commence à taxer Lumumba des communistes, Mobutu, lui, se rapproche de la CIA, des Américains, pour montrer que lui n'est pas communiste et que lui pousse plus pour du côté des Américains que du côté communiste. Et il va participer dans cette propagande anticommuniste et jusqu'à même quelques mois après l'indépendance, à faire le premier coup d'État en Afrique. Et donc, on est en septembre 1960, où il installe ce qu'il a appelé le gouvernement des commissaires. Grosso modo, on a fait appel à toute une série d'étudiants qui étaient un peu partout dans le monde et qu'on a fait revenir au Congo pour pouvoir occuper des postes ministériels. Et cette tentative, qui était la première à ce moment-là, n'a pas permis de pouvoir arriver à casser le mythe Lumumba. Et finalement, ce n'est que 1965 que Mobutu finira par... Voilà. Alors, je vous propose, ce sont des images, on les découvre ensemble, qui ont été tournées ce matin, donc avant la cérémonie officielle. C'est le roi qui a reçu les enfants de Patrice Lumumba, donc juste avant que la cérémonie ne commence, où le procureur fédéral a remis l'écrin aux différents enfants. On les voit ici donc à la sortie du Palais Royal. On imagine bien sûr que c'était aussi un moment important, à la fois intime et évidemment rempli d'émotions. Rislen Kunda, vous êtes donc, je l'ai dit, avec nous en direct. Rislen, on peut s'interroger, ça peut paraître entre guillemets dérisoire, et ça ne l'est pas du tout. Pourquoi est-ce que cette dent a aujourd'hui aussi et tant d'importance? Il faut l'expliquer. Eh bien, c'est une dent qui a une importance parce que c'est finalement la seule relique de Patrice Lumumba que peuvent avoir la famille, donc les descendants directs, les enfants qui vont recevoir aujourd'hui des mains, qui ont reçu déjà aujourd'hui des mains de la justice cette relique. Et en fait, c'est une relique qui a été, si on peut raconter l'histoire, c'est qu'au lendemain de l'assassinat de Patrice Lumumba, le 17 janvier 1961, après son assassinat, c'est le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur du Katanga. Vous savez, le Katanga, c'était une province sécessionniste avec son président Moïse Tshombe, qui a procédé justement à l'assassinat, qui a organisé une réunion dans l'après-midi avec son gouvernement pour décider de l'exécution de Patrice Lumumba et de ses deux compagnons. Et le lendemain, lorsque le corps était déjà enterré, plus ou moins enterré, c'est le ministre de l'Intérieur qui a chargé Gérard Sout, le commissaire, de finalement faire disparaître ce corps dans l'acide sulfurique. Et donc c'est en arrivant finalement en Flandre qu'il a commencé à parler de cette relique dans les différents médias. Il commençait à se vanter d'avoir ces deux reliques comme un trophée de chasse. Il racontait cette nuit infernale avec ses compagnons de route, comment ils ont fait disparaître le corps, imbibé de whisky. Et c'est comme ça, finalement, que cette dent a été, dans ce contexte, saisie par la justice plus tard, des années plus tard, même en 2016, après la commission, d'ailleurs, la commission Lumumba parlementaire, qui a conduit, finalement, à rendre la responsabilité morale, qui a conclu à la responsabilité morale de la Belgique dans les circonstances qui ont conduit à l'assassinat de Patrice Lumumba. Et donc aujourd'hui, eh bien, cette dent est particulièrement importante puisque c'est finalement ce qui permet, comme si ça représentait le corps de Patrice Lumumba, de faire le deuil pour non seulement la famille, mais aussi pour tous les Congolais. Ça permet finalement, c'est un aboutissement, ça permet de faire le deuil. Déjà, votre réponse, on l'a vu dans les reportages, la manière dont le commissaire raconte l'assassinat et ce qu'on peut appeler cette affaire de dents, c'est horrible dans la froideur de sa description. Oui. Est-ce que ce sont des choses à ce moment-là qui ont fait que la tension entre une société congolaise et la Belgique
est restée si forte? Parce qu'à ce moment-là, déjà des autorités belges auraient pu dire on va trop loin. Et qu'est-ce qui fait, à votre avis, que ces autorités belges n'interviennent pas? Et on le laisse dire. Il raconte ça de manière... pour vous, c'est du cynisme? C'est parce qu'on est toujours dans un esprit colonial à ce moment-là? Nous sommes toujours dans un esprit colonial. Parce que vous devez vous rendre compte, au fait, des relations qu'il y avait entre les Blancs et les Noirs au Congo. Bon, il y a certaines parties où on a parlé même d'apartheid. Et ces relations-là, on veut le dire, c'est la preuve même que, du côté des autorités belges sur place, ne voyaient pas le Congolais comme un être humain. Il se comporte je vais dans votre sens. Quand on raconte ça, enfin quand on l'entend raconter ça, comme ça, il se comporte comme un boucher. Comme un boucher. Non seulement un boucher, un chasseur. Qui va à la chasse, à tuer son lion. Et qu'est-ce qu'on fait généralement quand on tue un lion? On lui arrache soit la dent, si c'est le requin ou bien si c'est un autre animal, on fait comme ça. Et chez les chasseurs, c'est toujours été... Et vous rapportez ça chez vous, vous mettez ça comme trophée, etc. Et c'est la même relation qu'il y avait. Et que lorsque le Lumumba parle au moment de son discours, il parle au fait de cette douleur, de cette souffrance qu'il y avait pendant la colonisation, et que le roi Philippe, dans son discours, parle la même chose. Vous savez que lorsque vous lisez les deux discours, j'ai eu l'impression que le roi Philippe a été inspiré par le discours de Lumumba quand il parle des souffrances des Congolais. Et donc, ça, pour moi, c'est la manifestation, effectivement, de cette souffrance des Congolais pendant cette période coloniale. Et ça résume assez bien donc, les relations qu'il y avait, que l'on doit déconstruire, ce qui n'est pas toujours évident, déconstruire, comme tous les politiciens maintenant le disent, déconstruire et reconstruire sur de nouvelles bases. Mais c'est un travail, je vous assure, que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça doit se faire de génération en génération. Justement, parler de génération en génération, Geneviève Kalinda, je rappelle que vous êtes membre du collectif Mémoire coloniale et de lutte contre les discriminations. Dans son fameux discours, Lumumba parle de l'utilisation du tu. Il dit... On ne tutoie pas, on n'emploie pas le tu comme on dit tu à un ami, mais à quelqu'un qu'on dénigre. Aujourd'hui, ça... C'est fini ou pas? C'est pas fini. Notre collectif porte ce nom, Collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, parce que quand on a analysé la question des discriminations que vivent les personnes d'ascendance africaine ici en Belgique il y a 10 ans, en 2012, on s'est rendu compte que les discriminations, les stéréotypes qui nous collent encore à la peau, en fait, finalement, découlent de ce passé colonial, en fait. Et donc, pour correctement traiter ce racisme, en fait, il faut revenir en fait à sa source. Et c'est ce passé colonial. Et pour répondre à votre question précédente, finalement, la façon dont Gérard Sout parle de ce qu'il a fait du corps de Lumumba, c'est effectivement cynique et c'est à l'image du cynisme du projet colonial et de la violence coloniale, en fait. Cette violence-là, on la voit au Congo, on la voit au Cameroun, on la voit en Algérie. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les pratiques des pays dans les pratiques vraiment des pays colonisateurs européens. Il y a vraiment cette déshumanisation qui commence et qui continue et qui s'exprime ici avec une horreur, en fait, dans l'assassinat de Lumumba, Mpolo et Okito. Donc, oui. Mehdi, comment et presque pourquoi Patrice Lumumba est devenu un mythe? Est-ce qu'il est un mythe? Alors, je peux vous dire qu'il est un mythe dans le monde africain, mais aussi dans le monde progressiste, disons. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un personnage. C'est un personnage incroyable. Il est autodidacte, il est charismatique, et puis il est assez idéaliste. Donc ça, c'est le premier élément qui fait qu'on peut devenir un mythe. Le deuxième élément, c'est qu'il a un message qui transcende sa propre cause. Donc la cause qui était portée, c'était celle de l'indépendance du peuple congolais, la libération du peuple congolais par rapport au joug colonial. Mais ça, ce message, il est transposable partout en Afrique du Sud, en Algérie, vous l'avez évoqué. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est son destin, qui est un destin tragique. Il lui est arrivé quelque chose d'assez extraordinaire dans l'histoire. Et donc, quand on prend un personnage aussi charismatique, avec un message qui transcende et un destin comme celui-là, et bien effectivement, on a quelqu'un qui est un mythe, qu'on peut comparer à d'autres mythes africains. On peut parler de Nelson Mandela, par exemple. Quand on demande à des Africains quels sont les grands personnages de leur histoire, Nelson Mandela, Léopold Sédar Senghor, qui a évidemment créé la notion de négritude, et puis Thomas Sankara, qui était l'ancien président burkinabé, par exemple, qui
qui était un anti-impérialiste, un tiers-mondiste, ou pourquoi pas aussi citer Nasser, qui était lui vraiment un peu à l'image de Lumumba pour une vraie indépendance pleine et entière et qui a évacué les Occidentaux du canal de Suez. Donc vraiment, on est dans un contexte où tous ces personnages-là peuvent se comparer. Éric Destiné, vous assistez donc à la cérémonie. Éric Destiné, on le voit, vous êtes sur place, vous faites d'ailleurs, vous avez montré un geste, il y a beaucoup de médias. Quelle est l'atmosphère sur place et pourquoi aussi cet engouement médiatique? Est-ce qu'il n'y a que des médias belges? Non, il n'y a pas que des médias belges. En fait, il y a énormément de médias ici. Il y a une 90aine de journalistes et de caméramans, photographes, journalistes de presse écrite accrédités. Nous avons vu des médias français, évidemment, des médias congolais, évidemment, des médias allemands aussi et les grandes agences de presse internationales. Il y a des grands journaux aussi comme le Financial Times. C'est un événement majeur qui intéresse la communauté internationale. C'est évidemment un événement qui est extrêmement particulier. Hein. Ce premier ministre congolais assassiné il y a plus de 60 ans et dont il ne reste qu'une dent. Évidemment, c'est une histoire que les médias internationaux suivent de très près. Et puis évidemment, la portée symbolique et la manière dont la Belgique réagit par rapport à son passé colonial intéresse la communauté internationale et les grands médias internationaux. Il y a beaucoup d'analyses, vous l'avez compris, derrière cette cérémonie qui est symbolique, mais qui est aussi surtout une cérémonie qui va permettre de tracer les lignes de la relation entre la République démocratique du Congo et la Belgique dans les mois et les années futures. Voilà pourquoi il y a énormément d'engouement médiatique. Il y a aussi certains Congolais qui sont venus apporter leur soutien et montrer qu'ils sont là. Certains sont ici à l'intérieur. Quelques-uns sont également à la grille. Alors il n'y en a pas énormément pour l'instant. Pourquoi? Eh bien parce que, on le dira en détail tout à l'heure, mais la suite de la cérémonie se déroulera à l'ambassade de la République démocratique du Congo et c'est là que le soutien populaire pourra s'exprimer de manière un petit peu plus intense qu'ici dans la cour d'honneur du Palais d'Egmont. Oui, on vient de voir l'arrivée dans la cour d'honneur du Palais d'Egmont le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne. Est-ce que c'est la justice belge qui a joué un rôle important ou c'est la société civile qui a aussi joué un rôle important dans un début de réhabilitation? La société civile, vraiment sans hésitation. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tantôt, il y avait vraiment une volonté ici d'effacer la mémoire de Patrice Lumumba. D'ailleurs, quand on plonge son corps dans de l'acide, c'est pour ça aussi en fait. C'est pour le faire disparaître d'abord physiquement, mais c'est même pour l'effacer de la mémoire des gens, en fait. Quand on ne permet pas d'avoir un lieu où des gens peuvent se recueillir, se remémorer d'un personnage, c'est pour l'effacer, en fait, de nos mémoires. Et c'est pour ça que des gens comme Ludo de Witt, des personnalités, des collectifs militants comme le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, commémorent chaque année la mémoire de Patrice Lumumba, Mpolo et Okito, par exemple, le 17 janvier. On voit les officiels qui arrivent ici. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup entre nous, on a, je vais le dire, en tout cas en ce qui me concerne, un certain âge. Est-ce que les jeunes au Congo, je veux dire, les adolescents, les jeunes adultes sont conscients de l'importance de Patrice Lumumba ou pas? La réponse est clairement non. Je dois vous avouer, la réponse est clairement non. Ça vous déçoit? Oui, parce que c'est un peu de la faute, on va dire, des dirigeants congolais. Des autorités, soyons clairs. Des autorités congolaises qui, en fait, qui n'arrivent pas à essayer, par exemple, à mettre en place un système éducatif qui prenne en considération les aspirations véritablement de Congolais. Quand on parle de la réforme de l'enseignement en Belgique, il faudrait qu'on parle aussi de la réforme de l'enseignement au Congo, pour qu'on puisse... On voit les autorités congolaises et le Premier ministre qui va arriver ici et qui va être accueilli. Voilà, il est accueilli par le Premier ministre Alexander De Croo au pied des marches. On le voit, un accueil chaleureux pour un discours qu'on espère tous important. Un devoir de mémoire et comme vous le dites aussi, puisqu'on est face pour l'instant l'image à des autorités qui, elles, doivent avoir une action importante en ce qui concerne l'éducation. Tout à fait. Et aussi, il ne faut pas oublier non plus que la situation actuelle au Congo fait que Lumumba passe au second plan. Les préoccupations, c'est manger, aller à l'école, se faire soigner, etc., etc. Et que les questions liées à la mémoire collective de Lumumba viennent malheureusement un peu à l'arrière-plan. Vous dites manger, pour certains, il ne faut pas avoir peur des mots, survivre. Oui, survivre, effectivement. Tout à fait.
Mehdi Kelfat, on le dit, il y a un certain décorum et à un certain moment, la mise en bière aura lieu lors d'une cérémonie privée ici au parc d'Egmont, l'arrivée du Premier ministre congolais et l'arrivée évidemment d'une délégation qui l'accompagne. Dans le détail, le cercueil sera porté ensuite au Salon des Dames vers la Galerie des Glaces, suivi de la famille qui prendra place. On parle beaucoup d'éducation et je le redis, on attend quand même beaucoup de discours. Bah oui, est-ce que la Belgique va sauter le pas par rapport aux circonstances de la disparition du leader congolais? Est-ce que le mot excuse sera prononcé? Ce serait assez important de l'entendre. Et parallèlement à ça, est-ce qu'il y aura une mise en contexte par rapport aux méfaits de cette colonisation sur le pays, aux conséquences d'aujourd'hui? Parce que c'est important de prendre son histoire et aujourd'hui d'en constater éventuellement les effets pour pouvoir à l'avenir les rectifier sur les questions aujourd'hui.